Bonjour et bienvenue pour ce nouveau rendez-vous rencontre avec qui a lieu dans le cadre des Journées européennes des métiers d'art digital, puisque comme vous le savez, cette année, malheureusement, on n'a pas pu avoir de porte ouverte, mais comme j'ai dit la dernière fois, les portes se ferment, nous, c'est pas grave, on rentre par la fenêtre. Et on rentre par la fenêtre chez nos artisans d'art et nos artistes. Alors, pas violemment, hein. Ils ont la gentillesse de nous recevoir chez eux quand même. Aujourd'hui, nous avons rendez-vous encore avec des hommes et des femmes de grand talent, des artistes, des artisans d'art de nos territoires qui ont la gentillesse donc de nous accueillir dans leur univers euh, créatif et même chez eux, hein. Voilà. Coucou Alberto. Et il est temps maintenant que je vous les présente quand même. Donc, on a la chance d'avoir ce matin avec nous Anne Jacquino, Dame Sensible. C'est une créatrice d'accessoires, de yoga. Bonjour Anne. De yoga et de méditation. Sa création est dans le milieu du bien-être. Et Dieu sait que nous sommes nombreux à avoir besoin en ce moment d'être zen et d'avoir du bien-être par les temps qui courent. On a également Béthule Balkan. Bonjour Béthule. Bonjour. Et alors, Béthule, photographe aux multiples facettes. Alors, elle fait aussi bien, elle sait aussi bien captiver l'âme humaine que de sublimer les desserts feuilletés des grands cuisiniers. À chaque fois que je vais sur son site, j'ai envie de tout manger. Voilà. Mais alors, elle a bien d'autres talents hein, que ça. Bénédicte Poirier. Bonjour Bénédicte. Bonjour. Voilà, des hétéroclites, costumière, grande costumière, donc costume de scène, mais aussi qui a décidé de transmettre son savoir au plus grand nombre, puisqu'elle donne elle perfectionne les gens en couture, mais aussi les débutants, hein, ceux qui veulent se mettre à la couture. Donc, voilà, pour ceux qui le souhaitent. Maintenant, on passe à ces messieurs. Hein. Alors, Alberto Comé. Bonjour Alberto. Bonjour. Donc, Seine-et-Marne Lutry, donc maître luthier, maître artisan également, alors qui met tout son savoir-faire dans la création d'un violon idéal pour chaque musicien qui rentre chez lui. Et puis Vincent Benici. Bonjour Bonjour. Vincent. Alors Vincent, lui, est ébéniste, designer ébéniste. On est dans quel sens? Il y a un sens ou pas, Vincent? Non, il n'y a pas de sens. Il n'y a pas de sens comme on veut. Non. Alors voilà, qui est un créateur amoureux du bois et qui a su allier à la fois tradition et modernité. Voilà, bonjour à tout le monde. Merci de nous accueillir, je dis nous parce que je ne suis pas toute seule. Il y a ceux qui vont vous regarder derrière leur écran et qui sont, je pense, certainement ravis de rencontrer donc des artistes et des artisans d'art. D'ailleurs, tiens, c'est ma toute première question. Qui êtes-vous? Est-ce que vous êtes plutôt artiste, plutôt artisan d'art, plutôt les deux? Qui est artiste? Qui se considère comme étant artiste parmi vous? Dites-moi. Anne? Plus artiste. D'accord. Et plus artisan d'art? Et les deux? Personne? Alors tiens, Anne, on va prendre la parole. Tu vas prendre la parole. Alors, Anne Jacquino, donc on disait de âme sensible. Alors, Anne, tu vas m'expliquer parce que moi, tu vois, je t'aurais mis plus dans artisan d'art. Comme quoi, c'est intéressant d'avoir un petit peu ton point de vue. Pourquoi tu te considères plus comme une artiste? Parce que je pars du principe qu'être artiste, c'est réaliser, c'est réaliser un peu ce qu'on a dans la tête quelque part, c'est concrétiser des idées, des envies et c'est ce que je fais. Après oui, évidemment, il y a, la pratique de la sérigraphie, qui est un artisanat, d'art. Mais moi, c'est vrai que je vois mon métier plutôt dans une globalité, en fait. Donc, mais oui, c'est les deux. Je suis plus les deux que uniquement artiste. Voilà. Ah, tu vois, tu as changé d'avis depuis tout à l'heure. Donc, tu es artiste et Moi, j'ai artisan levé d'art. la main. En réfléchissant, comme quoi c'est pas si évident que ça. C'est pas évident. Voilà. Alors, Béthule plus artisan d'art. Moi, tu vois, je t'aurais mis plus sur artiste. Alors, pourquoi plus artisan d'art? Parce que moi, dans mon travail, je réponds la plupart du temps à une commande précise et donc il y a un cahier des charges. Et en ça, moi, je vais apporter mon savoir-faire, ma technique et je vais pouvoir répondre aux besoins, mais je réponds à une demande très précise en général. D'accord. C'est pas, après, il peut y avoir des travaux plus personnels
des séries de photos que je fais pour moi, mais c'est vraiment une petite, une petite partie de mon temps de travail. Euh, Ok, voilà, pour moi, c'est ça la différence. d'accord. Et pour les autres, ce serait quoi la différence entre artiste et artisan d'art? Est-ce que vous souhaitez prendre la parole là-dessus? Ça serait quoi? C'est une question de créativité? C'est une question plus technique comme Béthune qui parle de ses commandes? Oui, Alberto, je vois ta... Alors moi, dans ma façon de voir les choses, moi j'associe plus le nom artiste à toutes les professions qui relèvent du spectacle, plus les métiers de la danse, les acteurs, les musiciens, ceux qui sont dans des créations plus éphémères en fait, et sont vraiment 100% dans l'expressivité. Alors que quand on est dans le travail de la matière, en fait, euh, on ne s'adresse pas directement au cœur des gens, comme ils le font les vrais, enfin, les artistes purs, mais on travaille plus sur l'environnement des gens, en fait. Donc, on va leur fournir un bel objet pour améliorer leur quotidien ou pour embellir son espace de vie, des choses comme ça. Mais Donc, voilà, c'est une façon ma façon de voir la différence entre être artisan ou artiste. donc on aurait, alors tu me dis si j'ai bien compris, ça serait plus sur l'objet usuel, même si c'est un bel objet, donc on serait plus sur de l'artisanat. Et l'artiste, ça serait quelque chose de beau aussi, mais quelque chose d'un autre ordre, qui n'est pas forcément utile, dans le sens, en effet, un violon ou une chaise ou un vase, je pense aux céramiste, aux tapissiers, etc. Oui, Béthune. Oui, je rejoins ce que disait Anne. Elle, dans sa démarche, elle part d'une idée et plutôt que d'un objet. Et je pense que c'est ça aussi la différence, peut-être entre l'artisanat et l'art. C'est qu'il y a une idée. Et puis, il y a aussi quelque chose. Par exemple, Anne, je me permets de dire pour toi, mais toi, tu as fait les beaux-arts. Il y a aussi la formation de départ qui fait que ça va forcément orienter un petit peu notre manière de penser et de travailler. Mais c'est des questions qui reviennent très souvent et qui font très souvent débat, même entre artisans et entre artistes. Et c'est quelque chose d'assez personnel, en fait. C'est la manière, par exemple, moi, je peux être vue par certains comme une artiste et c'est pas du tout comme ça que je me considère. C'est pour ça que je vous posais la question. Mm. Parce qu'on a tellement l'habitude de mettre les gens dans des cases qu'en fait, on s'aperçoit vite que non, c'est aussi quelque chose de l'ordre sensitif également. Hier j'ai regardé un petit peu la vidéo. Vous avez vu la vidéo sur vos gestes qui a été mise en ligne. Merci pour d'avoir participé. Merci pour la personne aussi qui a fait l'enregistrement. Donc, on a pu faire ce montage. Par rapport à ce que j'ai pu lire sur les uns et sur les autres, il y a un mot qui revient très souvent, qui est sensibilité. Je crois que dans tous, dans vos écrits, dans ce que vous racontez, ce terme-là est quelque chose d'essentiel, la sensibilité. Est-ce que la sensibilité, c'est plus important que le savoir-faire? Est-ce que c'est primordial pour vous? Moi, c'est comme ça que je l'ai ressenti, mais est-ce que quelqu'un veut prendre la parole? Par exemple, Alberto, j'ai regardé ta vidéo. Tu sais, tu as fait une belle vidéo au niveau du violon. Tu parles de sensibilité, mais dans d'autres termes. Il y a ce contact avec ton travail. Tu parles de ton objet. Tu parles qu'il est beau. Tu parles du bois. Est-ce que pour exceller dans son domaine de compétence, voilà, la sensibilité est essentielle? Moi, je pense que oui, dans le sens que le savoir-faire ne fait pas tout. C'est-à-dire que le savoir-faire, c'est un ensemble de techniques qu'on maîtrise, mais il y a jamais une bonne technique pour faire une chose. Il y a plein de techniques différentes. Et en fait, en fonction des objectifs qu'on s'est fixés avec, par exemple, le client ou soi-même, eh bien, on doit adapter ces techniques
et je pense que c'est la sensibilité justement qui nous aide à adapter notre technique à la situation qu'on a en face, en fait. Il y a ce côté, voilà, il y a le côté technique, c'est ce qu'on apprend, c'est l'apprentissage. Hein. C'est ce qu'on, plus on travaille, parce qu'il faut expliquer aussi ça, hein, on n'est pas simplement, c'est pas un don, on n'est pas forcément luthier, photographe, ébéniste. C'est vrai que vous avez peut-être au départ une sensibilité particulière. En effet, vous avez peut-être au départ une facilité, mais ça s'apprend, ça progresse aussi avec toutes les expériences que vous avez eues. La sensibilité, c'est quelque chose d'acquis. Ça serait quelque chose de… Oui, Anne? Alors oui, je rebondis parce que je pense qu'on est tous des êtres sensibles au départ en tant qu'être humain. Après, on choisit ou pas de réfréner ce qu'on ressent. Mais je pense que oui, chaque artisan a décidé d'exprimer sa sensibilité à travers une technique particulière. Donc a appris à quelque part la canaliser ou voilà, pour la montrer, la redonner aux gens, quoi. Voilà. Vincent, tu veux prendre la parole sur le sujet? Ouais, moi, je pense que c'est aussi un peu conditionné par ce qu'on peut avoir vu, enfin, en tout cas dans le mobilier par le passé, et du coup, on s'en inspire pour c'est des créations personnelles, hein, enfin, en tout cas, ce qui me concerne. Et après, il y a aussi enfin, en tout cas, dans mes créations, il y a aussi c'est aussi influencé par la tendance. La tendance peut influencer la sensibilité et faire en sorte qu'à un tel moment d'une période de l'entreprise, enfin de l'entreprise ou de la vie, on décide de créer cet objet ou un autre, quoi. D'accord. Béthule, j'ai vu que tu levais la main, tu voulais prendre la parole. Oui, la sensibilité de chacun, c'est aussi ce qui va faire qu'on fournit quelque chose, un travail qui est unique, que chacun va avoir un style particulier à offrir et qu'on n'est pas juste des opérateurs et qu'on n'a pas juste une technique à offrir. C'est vraiment ça qui est important, je trouve. Voilà, donc on peut être un très très bon dans sa partie technique, très bon en savoir-faire, et la sensibilité, c'est important. Ça va avec, pour être complet, en gros, c'est ça. Pour Oui, faire un travail unique, un travail adapté à la commande, à son client, à sa sensibilité aussi à soi, c'est ça. Moi, je trouve que c'est essentiel, hein. C'est ce qui fait qu'on va avoir envie qu'un client va avoir envie de travailler avec plutôt telle personne ou telle autre personne. D'accord. Un petit peu dans la même continuité, si une personne, un jeune souhaitait rentrer dans votre métier, suivre un petit peu vos traces, quel conseil vous lui donneriez? Dites-moi. Bénédicte, est-ce que tu aurais un conseil pour quelqu'un qui aimerait devenir costumière de scène? Alors, j'ai un conseil, évidemment, il faut suivre des formations, on va dire, classiques. Il y a pas mal de formations, il y en a à Nogent, voilà, il y a Lyon, il y a l'ENSAT, etc. On n'est pas obligé non plus de venir directement au costume. Moi, j'ai commencé par la mode avant d'arriver au costume, mais parce que je voulais me former autrement. Et on parlait de sensibilité, mais dans mon métier, c'est encore, il faut être sensible à l'autre aussi, puisque nous, on manipule de l'humain, en fait, on habille des personnes qui se mettent à nu au sens propre et parfois figuré. Et il faut avoir un vrai respect pour la personne. Enfin, faut pas avoir de préjugés sur le corps, sur les proportions, les disproportions, etc. Donc ça, si déjà là, on est rebuté par le corps de l'autre, par une malformation ou autre, il faut pas se diriger sur ce métier. En fait, c'est trop compliqué. Il faut rester sur de la mode où on est moins en contact d'un corps humain, puisque on fait des essayages, on fait voilà des choses sur des mannequins en résine, en bois, en ce qu'on veut. Mais on n'est pas face à une personnalité et on parlait d'artisans et d'artistes. Moi, je me sens plus artisan qu'artiste parce que, en fait, les artistes, je les habille et je suis à l'écoute de leur vouloir et du cahier des charges, etc., ce que disait Béthule. Et en fait, voilà, il y a une vraie, comment dire, une vraie écoute. Donc, si on n'est pas prêt à ça, il faut pas se diriger dans le costume.
parce que parfois, on sait bien que les artistes ont des égos un peu particuliers et on est face à des personnalités fortes. Et donc, il faut savoir se mettre en retrait et en même temps, plus ou moins, imposer ce qu'on sait et ce qu'on veut, donc, et pas avoir peur de ce qu'on a comme savoir-faire. Et il faut instaurer un dialogue, mais du coup, voilà, il faut être à l'écoute de l'autre. C'est très, très, très important. Il y a le savoir-faire, ce que disait Alberto, il y a les gestes, il y a l'apprentissage, il y a l'expérience. Les premières choses qu'on fait ne sont pas toujours réussies, mais du coup, après, avec l'expérience. métiers manuels, voilà, ce sont des métiers manuels. Donc, si on ne pratique pas, on ne peut pas non plus, un jeune qui n'a pas envie de coudre chez lui ou de fabriquer des vêtements, je veux dire n'importe quoi, pour son nounours ou sa poupée ou sa petite sœur, il y a peu de chances qu'il ait la passion du métier et qu'il ait envie après de faire ça toute sa vie. Merci. Vincent, est-ce que tu peux nous dire si tu avais un conseil à donner à un jeune qui veut être ébéniste et pourquoi pas ébéniste designer? Moi, je dirais jeune ou pas jeune, parce qu'aujourd'hui, en fait, Tu as tout à fait raison, jeune ou pas jeune, excuse-moi, voilà, oui, on oui. voit de plus en plus de personnes qui se reconvertissent et je voudrais plus accentuer la chose là-dessus pour dire que les choses ont bien évolué depuis, je sais pas, une dizaine d'années peut-être. Et on peut donc suivre des cursus de formation et se réorienter professionnellement, peu importe l'âge. Donc après, pour les plus jeunes, c'est effectivement de suivre un peu comme ce qui a été dit, un cursus scolaire adapté à son envie ou son désir. Et après, nous, en tant qu'entreprise, on est là pour accueillir stagiaires et apprentis si besoin. Alberto, je crois que tu avais, il y a une époque, quand j'étais venue te voir, il me semblait en effet que tu prenais aussi des apprentis. C'est à moi? Oui, il me semble. Oui, en effet, on ouvre l'atelier pour des stages de troisième. Et on a accueilli un garçon mexicain aussi durant un mois et demi. Et j'ai aussi accueilli des personnes en stage justement d'un âge assez avancé qui avaient pris leur retraite durant une année aussi. Comme quoi, effectivement, tout âge est bon pour commencer. Après, pour ce qui est vraiment de mon secteur d'activité, je pense que le fait de passer par une école, quand même, c'est préférable. Ça ouvre beaucoup de portes. Mais il y a des écoles qui peuvent prendre aussi des personnes qui sont dans un âge plus avancé. Ce ne sont pas des écoles qui s'adressent spécialement aux jeunes, donc c'est quand même ouvert à tout âge, on peut commencer. Mais c'est bien quand même de faire une école. Et autre chose que je conseille à la fin de l'école, c'est de suivre des formations, notamment à la Chambre des métiers, sur tout ce qui peut être la gestion commerciale, par exemple, si on souhaite se mettre à son compte, parce que c'est tout des informations que l'école ne nous fournit pas et qui sont pourtant essentielles à exercer bien notre profession. Merci Alberto. Anne, tu veux rajouter un mot? Oui, alors j'ai trouvé ça très juste ce que disait Alberto sur les formations pour la gestion, etc. J'ai réagi. Et moi qui suis plutôt dans un métier un petit peu différent d'Alberto ou de Bénédicte, moi j'ai créé mon propre projet quelque part avec le point de départ de la sérigraphie, mais j'ai créé mon propre projet et il n'y a pas quelque part de cursus pour ça. Et ce que j'avais envie de dire, c'était un jeune ou un moins jeune qui a une envie, il faut qu'il y aille. Il faut juste qu'il y aille, qu'il suive ses rêves. Voilà, c'est ce que j'avais envie de dire. Très bien. Béthule? Alors, photographe, dis-moi tout. On voyait comment pour devenir, en effet, qu'est-ce qu'on suit comme formation ou pas pour devenir Béthule, grand photographe, dis-moi tout. Il y a différents cursus, il y a des écoles après bac ou des apprentissages. Moi, j'ai fait un apprentissage. L'apprentissage, c'est important? Dans mon cas, oui, c'était important. Oui, en fait, une formation peut être importante. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de photographes qui commencent un peu plus tard, qui se reconvertissent. Et aujourd'hui, avec le numérique, on peut aussi apprendre différemment. Donc, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de photographes qui sont autodidactes
et qui sont très bons aussi, hein, ça c'est vrai, donc ça dépend après de où chacun en est dans son parcours. Mais moi, le conseil que je donnerais vraiment, c'est d'assister les photographes, d'autres photographes, des photographes avec qui on a envie de travailler, d'aller les voir. Le plus gros de ma formation, moi, ça a été ça. Ça a été d'assister, de travailler avec différents photographes. Donc, il ne faut pas hésiter à leur rencontre. Il ne faut pas hésiter à la taper à une porte en me disant est-ce que voilà, je peux venir en stage de 3e ou est-ce que je peux faire être apprenti chez vous ou voir un petit peu comment vous travaillez. Ouais, et puis aller voir différentes personnes parce que c'est vraiment, il y a tellement la photo, c'est très vaste, hein, il y a vraiment plein de secteurs. Donc, c'est bien d'aller voir, de chercher un petit peu avant de se fixer vraiment. D'accord. Ok. Merci. On va parler d'un autre sujet qui est un sujet qui est très d'actualité, c'est l'anti-gaspillage. Puisque là, il y a des lois qui sont passées. On parle de... Il ne faut surtout pas jeter, il faut réparer. Donc là, je sais que certains d'entre vous, dans vos corps de métier respectifs, c'est une question sur laquelle vous faites attention, le recyclage, l'anti-gaspillage, la récupération. Bénédicte, j'ai vu que sur ce que j'ai pu lire, que c'était en effet quelque chose qui te tenait à cœur, sur lequel tu travaillais. Depuis très très longtemps en fait, alors même avant d'être dans le costume, avant d'être dans la mode, en fait c'est un peu aussi pour ça que j'ai un peu mis de côté la mode, parce qu'il y avait des comportements qui m'insupportaient. Mais j'ai toujours essayé de travailler avec des choses que je récupérais ou des choses qu'on me donnait. Plutôt que ça parte au rebut, en fait, de donner une deuxième chance au tissu, aux boutons. Enfin, je ne sais pas jeter un vêtement usé sans récupérer des boutons, etc. Et nous, dans le costume, on a une autre démarche, c'est-à-dire que notre costume, il est fait pour durer. C'est-à-dire qu'il y a une vraie échelle de temps qui est complètement distendue et que c'est, autant que ce soit à l'opéra ou chez des costumiers particuliers, on garde nos costumes quand on les récupère et les artistes gardent les costumes et ils se transmettent en fait. Donc il y a une, voilà, il y a une vraie, comment on appelle ça, une vraie continuité dans notre travail et que c'est pas du jetable, on est très loin de la fast fashion, on est complètement à l'opposé de ça. Et tout ce qu'on fait, c'est si l'opéra revend régulièrement ses stocks et s'ils ont voilà, des entrepôts énormes avec toutes les distributions de tous les opéras et tous les ballets, il y a une raison. C'est parce qu'on garde un patrimoine, en fait. Ce qu'on fabrique, nous, c'est du patrimoine. C'est pas du vêtement. Donc, c'est vrai qu'il y a ça, il y a cette notion-là. Et puis, bah, j'adore récupérer les vieilleries et puis en faire des choses modernes. Ou pas, d'ailleurs. Donc, vous avez bien tous entendu, de l'autre côté de votre écran, vous ne jetez rien, ne jetez pas vos vêtements. Si vous voulez savoir comment faire pour les retransformer, vous allez voir donc Bénédicte, voilà, hein, elle donne des cours. Alors, sachez que tous les partenaires de ce matin qui ont eu la gentillesse de nous recevoir chez eux, vous les retrouverez sur notre site internet, dans l'annuaire en ligne, mais également sur la page dédiée pour les Journées européennes des métiers d'art digital. Donc, Marnier-Gondouard Tourisme, donc vous pouvez retrouver tous leurs contacts et entre autres le contact de Bénédicte. Donc attention, votre vieux jean, vous ne savez pas quoi en faire, hein, voilà, parce que ça c'est le genre de choses, hein, il est troué, hop, on met à la poubelle, bah non, venez la voir, elle a sûrement une bonne idée pour customiser, pour changer, etc. Mais tu as tout à fait raison, j'ai eu la chance d'aller dans les centres techniques de la Bibliothèque nationale de France, entre autres à Bussy-Saint-Georges, qui ne font pas que, puisqu'on entend bibliothèque, qui ne font pas que de la reliure, de la restauration au niveau reliure, etc., mais ils ont également un secteur où ils conservent les costumes de scène. Et il y a des petits trésors, en effet, magnifiques. Donc, rien ne se jette. Oui. Voilà. Et il y a une formation pour les personnes que ça intéresse qui s'appelle la conservation du patrimoine. Et il y a une formation qui peut être accessible peut-être en Greta, il faudrait se renseigner un peu plus, mais qui existe pour les personnes qui veulent conserver. À la fois, ça peut être des tableaux, des archives papier, et ça peut être du vêtement ou voilà, des pièces du bois, enfin ce genre de choses. Alberto, je sais que de ton côté, par exemple, tu fais de la location. Violon, c'est aussi une façon
d'aller dans l'anti-gaspillage, c'est-à-dire on ne change pas de violon, voilà. Puis ça permet aussi aux gens qui n'ont pas les moyens d'en acheter un d'occasion. Dis-moi un petit peu ta démarche par rapport à ça. Alors, la location, effectivement, c'est un bon moyen pour éviter le gaspillage. C'est une façon aussi pour se doter d'un produit d'assez bonne qualité à moindre prix. Et donc, c'est tout à fait une activité que nous valorisons dans notre entreprise. Après, pour retourner sur la réparation, parce que je trouve que c'est vraiment une mission qui nous tient beaucoup à cœur dans notre activité. C'est que pour nous, réparer, ce n'est pas seulement repristiner un objet abîmé, mais c'est de l'améliorer, parfois corriger ses défauts de fabrication. C'est l'occasion aussi pour le modifier, pour le faire sur mesure du client. Et donc voilà, c'est vraiment, on essaie vraiment beaucoup de favoriser la réparation. Et d'autant plus qu'en fait, notre activité, elle est centrée sur le violon. Et le violon, c'est un objet, enfin un instrument de musique très particulier parce qu'il existe depuis 500 ans. Et donc, on a des violons qui existent depuis 500 ans. Là, on retourne un petit peu à ce que disait Bénédicte sur la préservation du patrimoine, effectivement. Très bien. Et voilà, après, même économiquement, je trouve il y a beaucoup d'intérêt. Nous, par exemple, sur notre chiffre d'affaires, quand on fait de la vente, il n'y a que le 30% qui reste à nos bénéfices, alors que sur une réparation, on est 100% bénéfice. Donc, c'est tout de l'argent qui reste dans l'économie locale, qui va se financer un savoir-faire. Donc, c'est tout à gagner pour le territoire de réparer. Donc, en effet, c'est plus intéressant pour tout le monde, en fait, de venir réparer, dans ton cas, un violon, un violoncelle, que d'en acheter un neuf parce que l'ancien, il y a un problème au niveau… excuse-moi des termes, parce que je ne connais pas des termes techniques, mais je dirais le coffre, le coffrage, La caisse. La caisse, merci, la caisse, voilà, tout à fait, la caisse, et se dire, bon, voilà, puis j'ai envie d'en avoir… Après, on peut avoir envie d'avoir un neuf, hein, mais c'est tout bénéfice, en effet, pour chacun de venir et de le faire réparer. Merci, Alberto. Anne, parce que Anne, c'est marqué en grand sur ton site internet, éco-responsable. Tu me diras, ça va avec le reste, hein, avec le bien-être, ça va avec tout un ensemble, toute une réflexion. Oui, mais alors je ne l'ai pas fait pour être forcément dans une mouvance ou de faire plaisir à mes clientes. C'est juste que c'est ancré en moi, en fait, c'est spontané, c'est dans ma vie personnelle. Que je récupère, voilà, beaucoup. Donc, c'était tout naturel de faire la même chose pour ce projet. Donc voilà, et c'est assez amusant d'aller chercher, oui, voilà, moi je travaille avec, je récupère des draps blancs, et il y a des noms, les noms des gens dessus. Donc, c'est sympa, il y a une histoire derrière ces draps. On n'a pas envie de tout savoir, mais… Du coup, je trouve ça assez rigolo de donner une deuxième vie à des textiles, bien que ce soit pas, voilà, comme disait Bénédicte, de la restauration, voilà. Mais enfin, je trouve que ça devrait être naturel pour tout le monde, en fait, de réutiliser, de se dire, est-ce que cet objet-là, il ne peut pas resservir? Est-ce que je ne peux pas le faire durer un petit peu plus avant de le jeter? Voilà. Et je pense aussi que notre métier en tant qu'artisan, c'est ça, quoi. C'est vraiment de faire des objets qui durent, des objets pour la vie, pour plusieurs personnes, voilà, qui vont circuler. Et on est, je pense, comment je pourrais dire ça? C'est un peu le renouveau, quoi, de notre société, je pense aussi, quoi, de revenir à des objets de bonne qualité, parce que les gens se posent beaucoup de questions sur ça aujourd'hui. Donc voilà, on a eu l'ère de l'industrialisation, fabriquer des objets à bas coût, de basse qualité, qu'on jette. Et là, je pense qu'on a envie de revenir à des choses plus qualitatives, des objets qui racontent des histoires, faits par des vrais gens passionnés. Voilà. Justement, on va continuer dans la terminologie objet et outil. Alors, est-ce que vous avez un objet, un outil que
vous souhaitez nous présenter et qui est dans votre corps de métier avec lequel vous travaillez. Est-ce que quelqu'un a mis ça de côté, un petit objet? Béthule, est-ce que tu as ça? Oui, Valérie, j'ai ça pour toi. Je t'ai pris. Alors, j'ai pas pris l'appareil photo et l'objectif parce que bon, ça semble un peu facile. J'ai pris un flashmètre. Ça sert à mesurer la lumière. Voilà. C'est pas essentiel, mais c'est quelque chose dont j'aime bien me servir, surtout en studio. Voilà, quand on a plusieurs sources de lumière, Oui. ça mesure la quantité de lumière et donc on sait exactement. Donc ça nous aide à régler la lumière. Voilà. Donc c'est pas essentiel, mais c'est important. C'est-à-dire que si tu fais une photo qui est sous-exposée parce que tu n'as pas. Enfin, maintenant, tu peux pas parce que bon, Alors en fait, tu as quand même l'expérience, mais bon, ça t'aide quand même dans tes réflexions. c'est pas essentiel parce que il y a le numérique aujourd'hui et qu'on peut contrôler. Hein. Moi, quand j'ai appris, il n'y avait pas de numérique. J'ai appris en argentique, donc j'ai appris avec ça. Et je trouve qu'en fait, c'est quand même plus pratique d'avoir ça que de regarder sa photo, de retourner régler son truc. C'est rapide, hein. C'est bien. C'est un flashmètre. Voilà. Comme quoi, il faut aussi garder voilà, des objets qui sont d'un autre temps. Tout ce qui sort n'est pas forcément adapté. Donc, c'est très bien. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut nous montrer un objet? Anne, tu as quelque chose sous la main à nous montrer? Oui, ça va être assez rapide. C'est un découvite. Donc, ça fait le lien avec ce qu'on disait tout à l'heure. C'est ce qui me permet de découdre. Bénédicte rigole. C'est ce qui permet pour moi de découdre, de désosser, comme je dis, un rideau ou un drap que j'ai récupéré pour retrouver une pièce de tissu brut et ensuite faire fabriquer mes objets avec. Et voilà, tout simplement. Donc, ce n'est pas un objet mystère, parce que pour moi, c'est un objet mystère. Hein. Moi, je ne fais pas de couture, excusez-moi, mesdames, parce que je suis une calamité en couture. Donc, je vois ça, je ne sais pas ce que c'est, mais donc, voilà. Tu gagnes du temps avec ce petit objet, c'est ça? Quand on est couturier, je pense qu'on s'en sert, enfin, c'est un peu l'outil de base quand même. D'accord. Bénédicte, parce que j'ai vu que tu avais levé la main. Coupe c'est ton micro qui est coupé, remets, voilà. Merci. Oui, alors moi, c'est un objet un peu étrange, c'est ça. Ça s'appelle un pistolet. Donc, parce que c'est petit, ça existe en très grand, un perroquet, donc ça fait à peu près 50 cm. Et ça sert à tracer les courbes, donc autant les courbes des bustiers que de la poitrine, que des manches, etc. Donc tout ce qui est, en fait, quand on désosse un vêtement, quand on met tout à plat, vous avez sûrement déjà vu des patrons, en fait, on a des pièces de carton ou de papier ou de plastique. Et les formes sont, voilà, pour que ça suive les formes du corps, on a besoin de ça, en fait, pour tracer des jolies courbes et voilà, pour habiller des personnes. Donc, c'était l'objet mystère qui n'est plus un mystère. Bon, les garçons, je sais que c'est un peu compliqué, hein, parce qu'Alberto, bon, déjà, tu n'es pas chez toi, donc ce n'était pas forcément évident. Moi, tu m'as emmené quelque chose. Et Vincent, c'est pareil, c'est beaucoup de métiers en atelier, avec des machines, des choses un peu plus conséquentes. Non, Vincent, dis-moi. Moi, j'ai pris le Ah, comme quoi, voilà. Tu vois, je me teste plus rien. Et oui, l'objet dont on se sert tout le temps, tous les jours, et qui fait partie de la base du métier. Une erreur de cotation peut induire beaucoup de temps supplémentaire. Donc, si on n'a pas son mètre dans la poche, on peut faire demi-tour et aller chez soi et le chercher, quoi. Parce que à peu près ça, oui. Voilà. Avec les mains, on ne peut pas, hein, en disant, oh, entre le pouce et l'index, ça fait tant. Non. Ça ne marche pas. Enfin, peut-être pour le devis, mais bon, c'est risqué. Pour le client, en tout cas. Ah. Anne, tu n'as plus de micro. Valérie, Valérie, on ne t'entend plus. Eh bien voilà, c'est moi qui fais l'erreur de couper mon micro pour vous laisser parler et j'oublie. Ah, merci Anne. Alberto, merci. Alberto, est-ce que tu veux parler? Alors, moi, malheureusement, j'étais chez mes parents, je n'ai pas accès à Non, mais il y a peut-être un objet. J'étais quand même descendu dans le garage hier soir. Ah, garage, un endroit magique pour tout le monde. Quelque chose. Et après, alors, j'ai trouvé un outil que ça ne va rien avoir avec mon activité. Un marteau. Mais en fait, il n'y avait rien comme outil voilà, qui correspond à mon corps d'activité. Mais j'étais quand même fasciné par ce marteau parce qu'il est très simple, quoi.
C'est juste un manche en bois avec un bout d'acier, quoi. D'accord. Et c'est tout à fait le genre d'outils qui me plaisent, quoi. D'accord, Donc, ça veut dire j'aime que dans bien les ton outils atelier, simples. les outils sont simples. Ce pas des outils compliqués, c'est des outils simples. C'est des outils peut-être aussi qui existent depuis longtemps, je ne sais pas, ou tu as des outils un peu plus modernes avec Ben lesquels tu alors, en fait, travailles. on va avoir énormément d'outillage très spécifique, mais finalement, l'outillage qu'on utilise au 90% du temps, c'est souvent le ciseau à bois, que c'est juste une lame avec un manche en bois, en fait. C'est un outil qu'on retrouve chez les ébénistes, ça, Vincent, non? Chez le ciseau à bois, non? Oui, c'est un outil qu'on retrouve aussi dans notre caisse. Oui, parce que vous êtes sur deux métiers où on travaille le bois de façon complètement différente, pour deux métiers différents, mais la matière première reste quand même le bois. La matière, c'est important pour vous aussi quand vous créez quelque chose. On parlait de sensibilité tout à l'heure, mais par rapport au rendu, par rapport à votre commande, par rapport, dis-moi, Vincent. Oui, très important. Il y a le toucher qui est différent d'une essence à une autre. Et on l'a un peu moins chez les clients, mais nous, plus à l'atelier, l'odeur. Donc, quand vous travaillez du chêne ou du noyer ou autre chose, on a vraiment l'odeur du bois qui reste dans l'atelier. Et ça, ouais, ça fait partie du côté de la sensibilité de chacun. Alberto, je pense que pour faire les violons, les violoncelles, etc., je pense que c'est peut-être pas tous les bois, c'est certains bois. On utilise le bois d'érable pour la construction de la caisse et du manche. Et la caisse, elle a une table en épicéa. Donc, il y a de l'épicéa, de l'érable, et les accessoires sont souvent en ébène ou des bois exotiques un peu plus durs. Mesdames qui utilisaient le tissu comme matière première, c'est pareil, c'est en fonction, je pense, de vos créations. Vous n'allez pas utiliser le même tissu par rapport à l'utilité de ce que vous faites. Oui, C'est en Bénédicte. fonction du budget aussi de la personne qui demande, parce qu'évidemment, quand on utilise un brochet avec des fils lamés et un tissu de déguisement, on n'est pas sur le même budget, enfin, on est à 10 fois le prix. Donc, en fait, on va adapter toujours par rapport au budget de la personne la matière qu'on utilise. Et ça se manipule pas non plus de la même façon. Enfin, souvent, les tissus à bas prix sont beaucoup plus difficiles à travailler qu'une belle matière, puisque en fait, ils se placent mal, ça glisse, etc. Je ne parle pas des mousselines de soie et des tissus un peu compliqués qui ont une vie indépendante de la nôtre. Mais sinon, oui, on fait attention à ça, aux matières et tout ça, c'est important. C'est important et c'est très, très agréable. Surtout que nous, on fait pour la durée dans le costume. Donc, c'est agréable de travailler une belle matière qui va durer dans le temps plutôt que d'utiliser quelque chose qui va tout de suite s'abîmer et voilà, et pas durer. C'est un peu dommage de passer beaucoup de temps pour quelque chose qui ne durera pas. Anne, tu veux rajouter un mot par rapport justement aux tissus utilisés? Parce que toi, en plus, ce sont des objets qu'on utilise quand on fait du yoga, de la méditation. Donc, on articule, on se met dessus, on roule dessus, voilà. Moi, je dirais que comme je suis autodidacte sur la partie textile, moi, j'apprends en ce moment. je reprends contact avec la matière. Parce que moi, mon métier de départ, c'est graphiste. Donc, c'est pas un métier de matière. En tout cas, j'ai pas eu trop l'occasion d'être en contact avec les papiers, etc. Voilà. Et donc, c'est ça que je voulais dire. C'est pour moi, là, c'est un retour à la matière et ça fait du bien. C'est être voilà, dans l'essence du toucher, affiner sa perception, comprendre, connaître, ressentir. Voilà. Donc, c'était mon point de vue sur le sujet. Voilà. Très bien. Bétu, toi, ça fait un autre sens qui met en valeur, c'est la vue par rapport à ce que tu crées. Donc, je me posais la question par rapport aux usages des papiers, par exemple, par rapport au rendu que tu veux avoir de la photo quand elle va sortir sur un catalogue, sur un magazine ou pour une personne qui veut la ramener chez elle. Alors ça, effectivement, c'est pas. Alors moi, je ne gère pas tout ce qui se passe après en imprimerie, etc. En général, voilà, c'est en randonnée. Mais par contre, quand je fais des photos
des photos de travail personnel, etc., c'est vrai que j'aime bien choisir des papiers quand même qui sont des papiers coton. En plus, il y a des tas et des tas de nouveaux papiers aujourd'hui avec l'impression jet d'encre, des papiers à base de mûrier, des papiers de bambou. Et c'est vrai que c'est super important. On a vraiment on peut complètement transformer le rendu d'une image selon le support. De toute façon, là, enfin, je fais une petite parenthèse, mais quand même, dans la photographie, on pense toujours à la prise de vue, mais ce qu'on appelait avant le tirage et aujourd'hui le traitement et l'impression, c'est pour moi, en tout cas à mon sens, c'est 50% du travail d'une photographie. C'est aussi important que la prise de vue. Ouais. Si tu n'as pas derrière un bon tirage sur un bon papier, Ouais. c'est le tout, c'est l'ensemble. Oui. D'accord. Merci. On va parler projet maintenant. Alors, je sais qu'on est dans la période Covid, etc. Mais je sais aussi que vous avez en tête des projets. Il y a des projets qui sont peut-être en train de se monter, d'autres qui vont venir. Il y en a qui sont toujours en activité. Comme je suis toujours avec toi sur l'écran, Béthune, dis-moi, est-ce que tu as un travail en cours actuellement, que tu as en cours depuis longtemps, que tu vas continuer? Alors, dans les travaux, qu'est-ce qui se passe? Prochainement, là, il va y avoir je viens de terminer les prises de vue d'un gros livre de recettes. Donc ça, c'est dans le culinaire qui, normalement… Donc là, voilà, moi, j'ai fait la partie photo. Ils en sont à la maquette. Donc, c'est graphisme, etc. Et ça va partir en impression et ça sortira en septembre. Voilà. Il y a ça. J'ai le projet perso que j'avais commencé ici de faire des portraits avec des objets du patrimoine familial. J'avais commencé cette série-là. Elle s'est complètement arrêtée, c'est complètement en stand-by puisque ça demandait une participation extérieure. Et bon, ça, c'est des gens qui venaient se faire photographier au studio. Et donc, ça s'est malheureusement arrêté avec les événements. On va revenir te voir dès que ça sera fini, tout ça. Ouais. On a hâte, tout le monde a hâte que ça soit derrière nous. Donc, tu vas voir, je ne l'ai pas encore fait. Tu sais que j'y pense sérieusement et je me suis dit qu'il faut que je vienne te voir avec un objet. Parce que chez nous, il y a beaucoup de femmes. La place féminine dans ma famille est très importante. Donc, il faut que je vienne avec des objets de ma grand-mère ou de ma mère pour faire une photo. Est-ce que quelqu'un d'autre veut faire partager un prochain projet ? Nous expliquer. Oui, Bénédicte. Alors, en fait, je suis costumière pour le son et lumière à Montfermeil, qui existe depuis une trentaine d'années. Et on est toujours sur la création d'un spectacle qui aurait dû se monter en 2020. Donc, il ne se montera toujours pas en 2021 pour des raisons que vous imaginez bien. Et on espère finalement le sortir en 2022. Ça réunit des bénévoles. Ça a une vocation sociale sur le territoire Alors, on n'est pas sur Marne-et-Gondoire, on est un peu de l'autre côté de la frontière, mais il y a quand même des personnes autour, ça rayonne sur 30 km, des bénévoles qui viennent participer à l'aventure quand ils peuvent. Et là, voilà, nous, on continue à fabriquer des spectacles des costumes pour un spectacle qu'on espère aura lieu. Et puis, je donne des cours de couture, donc ça fait partie des projets que j'aimerais développer, des cours particuliers, donc il n'y a pas de risque énorme sanitairement. Mais voilà, on espère que ça puisse se développer un peu mieux. Donc, de toute façon, on peut suivre vos actualités sur votre page Facebook, sur vos sites internet, pour certains sur YouTube, parce qu'il y a des vidéos. Donc, n'hésitez pas à aller les voir voir un petit peu leur actu, tous leurs projets sur les réseaux sociaux. Écoutez, on arrive à la fin. Qui veut faire un petit mot de fin? Dites-moi tout. Vincent, tiens, hop, un mot de fin. Un mot de fin. Eh bien… Si tu me dis fin, ça ne marche pas. Hein. Il faut que tu donnes le mot de la fin. Je vais reprendre un peu ce que tu as dit. On a tous hâte de vous retrouver dès qu'on pourra dans nos ateliers pour vous faire partager nos dernières créations. Voilà. Très bien. Quelqu'un d'autre veut rajouter quelque chose? Alors, vous pouvez retirer vos micros. Hop, remettez-moi un petit peu du son. Voilà, super. Non, pas un petit mot à rajouter?
Non, mais bah, tout est dit. On a tout est dit. vraiment hâte de pouvoir rouvrir nos portes et faire des événements. Nous, on a tous des activités individuelles, mais par exemple, dans un lieu comme la tannerie, c'est vrai que l'arrêt d'événements, ça nous permet pas aussi de faire des projets communs, ça nous bloque aussi dans ce truc. Dans ce côté-là, qui est aussi autre chose qui concerne moins nos productions, on va dire, liées à l'activité économique, mais ça nous permet quand même des rencontres vraiment avec le public, de montrer ce qu'on sait faire, et puis entre nous, de créer des nouvelles choses, de proposer des expositions. Je sais pas, il peut y avoir des ponts aussi entre les différentes activités et différents savoir-faire. Oui, ça vous manque un petit peu les échanges, aussi bien avec le public qu'entre vous, pour pouvoir créer ouais. cette émission. Ça va revenir, c'est ce que moi je me dis, je reste positive, ça va revenir. En attendant, écoutez, sinon, merci de nous avoir accueillis chez vous. Voilà. Et puis, pour ceux qui sont de l'autre côté de leur écran, continuez, restez connectés sur les GIMA Digital, parce que ça continue sur notre page Facebook, Marne-et-Gondoire Tourisme. Là, on va être tous la diffuser pour 13 heures. Voilà. Mais juste derrière, vous avez également une vidéo dans les coulisses de la création d'un violon. Donc, on voit Alberto en train de travailler, expliquer un petit peu comment il crée le fameux violon idéal pour chaque musicien. Donc, restez bien connectés sur Marne-et-Gondoire Tourisme sur notre page Facebook. N'hésitez pas à aller sur notre site internet également pour consulter la page qui est dédiée pour cet événement, mais également l'annuaire des artisans d'art et des artistes, puisque tous nos amis qui nous accueillent ce matin, vous allez les retrouver dans l'annuaire. Et puis sinon, écoutez, on vous souhaite un très joli week-end avec nous. Et puis merci à vous tous d'avoir répondu présent. Je vous souhaite une très bonne journée, très bon week-end et hâte de vous revoir tous. Voilà. Au revoir. Au revoir.